bonjour à tous. Avant de commencer cette présentation qui a pour titre la synthèse de film mince par pulvérisation magnétron de la PVD à l'IPVD, je voudrais remercier les membres du réseau des plasmas froids ici en France de me donner l'occasion de m'adresser à vous à propos de ce sujet. Donc, je suis Stéphanos Constantinis, je viens de l'Université de Mons en Belgique et donc pour ceux qui seraient tentés de me poser des questions après, donc il y a mon adresse email qui est ici en dessous. Donc je viens du laboratoire CHIPS, qui est là pour chimie des interactions plasma-surface. Alors finalement, donc la PVD, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'acronyme anglais pour Physical Vapor Deposition. Donc c'est la synthèse de matériaux par voie physique. Donc tout ce qui est évaporation, pulvérisation, ablation laser, etc. On pourrait mettre ça en opposition avec la CVD, donc Chemical Vapor Deposition, donc qui est la synthèse de matériaux qui se déroule suite à une réaction chimique sur la surface, par exemple. Donc pulvériser, pourquoi? Eh bien, premièrement, donc le but du jeu, c'est de produire une vapeur d'atomes métalliques qui vont donc diffuser à travers le vide, à travers le gaz, et se condenser sur la surface d'un substrat qu'on souhaite traiter. Et ces atomes donc, vont se condenser et former un film qui va donc amener de nouvelles propriétés à la surface traitée, modifier les propriétés, tout en conservant finalement les propriétés massiques, la rigidité ou la flexibilité ou quoi que ce soit, donc du substrat qui est traité. Alors évidemment, on retrouve cette technique de pulvérisation de PVD, en anglais, donc on va parler nous ici de la pulvérisation magnétron, donc magnetron sputtering, dans toute une série de domaines technologiques, que ce soit l'automobile, la défense, l'aérospatiale, l'énergie solaire, évidemment, les textiles, etc. Et c'est une technologie, donc la pulvérisation magnétron dont on va parler aujourd'hui, qui repose sur l'utilisation des plasmas froids. Donc c'est le réseau des plasmas froids, donc je ne vais pas trop m'étendre évidemment sur le sujet. Il y aura juste quelques petits rappels plus tard. Donc, si on regarde un petit peu plus près, finalement, ces surfaces qui sont traitées par pulvérisation, par PVD, on a ici donc quelques exemples, donc des implants dentaires, ici la vis qui est traitée pour assurer la biocompatibilité avec la gencive, tout ce qui est smartphone et écran tactile avec les différentes couches, dont certaines donc, sont produites par ces méthodes de pulvérisation magnétron. Ici, on a une lame en carbure qui est recouverte d'un film diamant. Ici, on a une surface qui est recouverte d'un revêtement auto-nettoyant et qui empêche donc les salissures de rester sur cette surface. Donc, comme je vous disais, un très très bref rappel sur les plasmas froids. Donc, c'est souvent considéré comme le quatrième état de la matière. Donc c'est un gaz qui est caractérisé par, dans notre cas, un faible taux d'ionisation. Donc on peut représenter par ici R, par exemple, qui est donc la densité du nombre d'ions divisé par la densité totale, ion plus neutre, N0. Donc typiquement, dans les plasmas froids qu'on utilise, on a des valeurs qui sont relativement faibles. Et on a donc dans ce plasma, finalement, on peut voir un peu comme un mélange d'électrons, d'ions, qui peuvent être soit positifs, donc les ions Ar+, d'argon, O-, et des neutres. Donc il y a énormément de neutres, et ce sont eux finalement qui vont donner la température du gaz, d'où le nom plasma froid. Les T0, la température du gaz, la température des neutres, est finalement très très faible par rapport à la température des ions, qui est encore plus faible que la température des électrons. Et ça, c'est vraiment une caractéristique très importante, puisque ce sont les électrons, finalement, qui sont les vecteurs d'énergie dans le plasma. C'est eux qui vont initier les réactions d'ionisation, de dissociation, qui sont très importantes, justement, pour nous. Donc, l'avantage, évidemment, c'est qu'on est à des températures basses, plasma froid,
Donc pour tout ce qui est traitement de matériaux, évidemment, ben, c'est un avantage puisqu'on va éviter d'endommager les matériaux qui sont traités. Donc, au niveau de l'amorçage de la décharge électrique du plasma, donc on a deux électrodes qui sont placées dans un gaz à pression réduite. Donc ici, on a repris l'exemple d'un gaz d'argon. Et lorsqu'on applique une différence de potentiel entre la cathode et l'anode, eh bien, on va créer donc évidemment un champ électrique qui va donner de l'énergie aux électrons, et ces électrons vont donc être accélérés et entrer en collision avec des ions, par exemple, des atomes d'argon, et les ioniser. Oui, je vais un tout petit peu trop vite. Voilà, donc on a typiquement la valeur de la tension ici que l'on doit appliquer, hein, qui est ici en milliers de volts, on a 1000-2000 volts. Et sur l'axe des X, on a la pression du gaz, et on voit donc ici cette courbe en U, c'est ce qu'on appelle donc les courbes de Paschen, qui vous donne la tension qu'il faut appliquer aux électrodes pour donc déclencher, pour ioniser le gaz, et donc pour générer donc cette décharge électrique. Donc, s'ensuit donc toute une cascade, toute une avalanche d'ionisation, et donc on va arriver ensuite très rapidement à un état stationnaire où les ionisations sont contrebalancées par les recombinaisons, les pertes. Et lorsqu'on est arrivé à cet état stationnaire, les potentiels sont établis, que ce soit au sein du gaz, donc on a un potentiel qui est pris par le plasma qu'on va appeler le potentiel plasma, et on a les potentiels des murs. Si le mur n'est pas connecté à la masse, on va prendre, donc s'il est isolé de la Terre, ce sera ce qu'on appelle le potentiel flottant. Et puis évidemment, de l'autre côté, on a finalement la partie qui nous intéresse beaucoup, c'est la cathode, qui est polarisée négativement. Donc ici, on a pris moins 1 kV, et donc on a une chute de potentiel assez importante à ce niveau-là, entre le plasma et donc la surface de la cathode. Alors c'est important parce que justement donc les ions positifs du plasma qui se promènent dans le milieu risquent d'être accélérés, hein. Ils arrivent à la lisière de ce qu'on appelle la gaine, hein. Donc c'est une zone dans laquelle finalement l'électroneutralité n'est pas conservée, et à la lisière de cette gaine où apparaît le champ électrique dû à la polarisation de la cathode, eh bien, donc les ions vont être accélérés avec une énergie cinétique donc, qui sera proportionnelle à la tension de décharge et évidemment à la charge de l'ion. Donc pour AR+, dans ce cas-ci, ce sera environ donc 1000 électronvolts. Donc c'est une énergie qui est vraiment considérable. Hein, si on regarde l'énergie de cohésion des atomes dans un matériau, c'est de l'ordre de quelques... Donc c'est une énergie qui est très très importante par rapport à l'énergie de cohésion des atomes au sein du matériau. Donc c'est vraiment le phénomène qui est important pour nous. Donc on va avoir une particule de très haute énergie qui va venir interagir avec la surface de la cathode. Et si cette cathode est recouverte d'un disque métallique, eh bien on va pouvoir pulvériser suite à une cascade de collisions. Donc c'est un échange de quantité de mouvement qui se produit sous la surface. Hein, donc c'est les premières couches atomiques. On a un échange de quantité de mouvement qui va, si on a de la chance, je veux dire, permettre l'éjection d'un ou plusieurs atomes. Donc il va y avoir ce qu'on appelle un rendement de pulvérisation. Hein, donc c'est ici donc sputtered atoms. C'est donc les atomes qui sont pulvérisés, qui sont émis de la surface et qui vont donc permettre de générer cette vapeur d'atomes métalliques qui vont ensuite donc se diffuser à travers le plasma et éventuellement venir interagir avec les surfaces. Il y a d'autres phénomènes qui sont importants, c'est l'émission d'électrons, ce qu'on appelle les électrons secondaires, qui sont très très importants parce qu'eux vont être accélérés vers le plasma. Hein. Donc il y a le champ électrique qui va finalement les accélérer dans l'autre sens, hein, par rapport aux ions positifs évidemment, et donc ces électrons vont rentrer dans le gaz avec une énergie très très importante, de l'ordre de la tension de Gaine, et ces électrons vont générer les ionisations qui sont nécessaires au maintien de la décharge électrique. Et puis ici, il ne faut pas oublier non plus l'émission de photons. Donc on a
des ions qui bombardent de manière quand même intensive cette cible, et il va y avoir des échauffements, on en reparlera vers la fin du séminaire. Donc au niveau du mécanisme atomique, il faut voir ça comme, comme un jeu de billard en fait. Vous avez la bille blanche que vous accélérez quand vous tapez dedans avec la canne, donc vous lui conférez une énergie cinétique. Ça c'est l'ion positif qui est accéléré dans la gaine qui est face à la cathode. Et ici la cible, ces atomes qui sont bien rangés, ce sont donc les atomes qui sont au niveau de la surface de la cathode, au niveau de la surface de la cible. Et donc cet ion va venir transférer sa quantité de mouvement et permettre donc à l'éjection des atomes. Donc si on se replonge dans la théorie de la pulvérisation, donc c'est dans les années 60, c'est Sigmund, il y a une équation qui est reprise ici, qui vous donne finalement le rendement d'émission, le rendement de pulvérisation qu'on peut appeler gamma, donc qui est le nombre d'atomes pulvérisés pour un ion incident. Donc ça donne une idée de l'efficacité du processus de pulvérisation. Ça dépend de plusieurs paramètres. Il y a notamment ici un paramètre qui fait intervenir le transfert d'énergie cinétique entre l'ion et les atomes de la cible. On voit apparaître ici l'énergie cinétique. Et il y a également la chaleur de sublimation, donc qui donne finalement une idée qui tient compte de l'énergie de cohésion des atomes dans la surface. Donc si on trace cette courbe pour des ions argon qui interagissent avec une surface de cuivre, on voit ici donc une échelle qui est en kilo-électron-volts avec gamma, donc le rendement de pulvérisation, c'est peut-être un peu petit, mais on voit ici cette première partie qui s'étend de 10-1 à 1 keV, donc c'est typiquement les valeurs qu'on va utiliser en pulvérisation magnétron, de polarisation de la cathode, et on voit qu'on a un rendement ici donc, qui évolue tout doucement, presque linéairement, là, avec l'énergie cinétique des ions argon. Donc évidemment, plus le courant cathodique, plus le nombre d'ions qui arrivent sur la surface est important, plus on va pulvériser des atomes, et plus l'énergie cinétique, plus la tension de décharge est importante, plus on va pulvériser donc, des atomes également. Donc, le rendement de pulvérisation donc, dépend de l'énergie cinétique des ions, donc de la différence de potentiel appliquée dans la gaine, et également de la combinaison ion-matériau-cible. Donc, si vous avez un ion argon ou un ion krypton, ça va changer la donne, ça va changer les valeurs. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On peut simuler finalement, avoir une idée des rendements de pulvérisation pour différentes conditions. Donc ici, on a la pulvérisation d'une cible de titane par 3 types d'ions, des ions néon, argon et krypton. Et c'est une simulation qui est effectuée donc ici par SRIM, qu'on peut télécharger donc, sur ce site. Et on voit donc qu'il y a des rendements différents en fonction de l'atome qui intervient. Idem, si on garde des ions argon+, mais qu'on change la nature de la cible, qu'on passe par exemple du carbone au cuivre, ça c'est tout à fait typique, on a le carbone qui se pulvérise très 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 mal, alors que le cuivre, lui, c'est l'inverse, il se pulvérise très très bien, donc à 700 électron-volts, pour des ions de 700 eV, on va avoir beaucoup de mal à pulvériser une cible de carbone. Par contre, une cible de cuivre, on va très très bien la pulvériser, on a des rendements de pulvérisation qui sont bien supérieurs à l'unité. Donc ces atomes qui sont pulvérisés vont quitter la surface de la cible et ils vont quitter cette surface avec une énergie cinétique initiale qui est typiquement de l'ordre de quelques électron-volts. Donc c'est une des caractéristiques de cette méthode, c'est que finalement les atomes qui quittent la cible ont une énergie cinétique importante et ça va nous donner l'occasion de générer des matériaux dans des conditions un peu différentes des conditions thermodynamiques, d'équilibre thermodynamique. Donc ça ici, c'est la distribution en énergie donc de ces atomes qui quittent la cible dans le cadre de la pulvérisation d'atomes de cuivre
par des ions krypton. Donc l'autre phénomène qui est intéressant, qui est important pour le maintien de la décharge, c'est l'émission d'électrons secondaires. On a ici donc également une idée du rendement d'émission d'électrons secondaires, donc le nombre d'électrons secondaires émis par la cible pour un ion incident. Et on voit également que ça change en fonction de la nature de l'ion incident, ici dans le cas d'une surface de tungstène. Alors, si on regarde dans la littérature, ce rendement il est fonction également donc de la combinaison, comme on voit ici, ion-cible, mais également de la chimie de la surface. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Lorsque une surface est mise en contact avec de l'oxygène, par exemple, qu'il y a une oxydation de la surface, l'oxyde formé va avoir une tendance à larguer des électrons secondaires qui va être différente de celle du métal pur. Et donc, on va avoir une variation du courant de décharge qui va apparaître. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour la suite lorsqu'on travaille dans ce qu'on appelle les décharges réactives, justement, où on ajoute un gaz moléculaire tel que l'oxygène, l'azote ou le méthane, par exemple, dans l'argon. Donc la chimie de la surface et également, donc, comme on le voit ici, ça dépend, pas trop fortement, mais de l'énergie de l'ion incident. C'est un peu plus marqué dans le cas de ces courbes-ci à basse énergie. Donc en fait ici, on traite le cas de ce qu'on appelle la pulvérisation d'iode, c'est-à-dire on a deux électrodes, la cathode et l'anode, et on est dans un gaz à basse pression. Donc typiquement dans le cas de la pulvérisation d'iode, on est à quelques centaines de millitors et on a des tensions de l'ordre du kilovolt, voire plus. On est donc à une pression qui fait que les atomes qui vont quitter la cible, qui vont être pulvérisés de la surface, vont se retrouver à faire énormément de collisions dans le gaz. Ils vont très vite perdre leur énergie cinétique. Ils vont diffuser de manière isotrope dans le gaz. Et donc, on va finalement perdre tous les avantages dont on vient de parler maintenant. Donc, les vitesses de dépôt vont être relativement faibles, c'est-à-dire le nombre d'atomes qui viennent se condenser à la surface de l'échantillon à traiter sera très faible, puisqu'on est à haute pression, il y a beaucoup de collisions. Le lit parcombrien est faible. Diminution de l'énergie cinétique des particules, c'est-à-dire que finalement on a des atomes qui arrivent avec une température, une énergie cinétique qui est égale à la température du gaz. Donc on ne sait pas trop jouer sur ce facteur-là non plus. Or on le verra plus tard, c'est quelque chose de très important. Donc assez vite les gens se sont demandé, tiens, comment est-ce qu'on pourrait réduire la pression de travail pour augmenter le libre parcours moyen, pour permettre finalement à plus d'atomes pulvérisés d'arriver sur la surface du substrat, augmenter l'efficacité de dépôt, l'efficacité, la vitesse de dépôt, et également garder donc finalement cette énergie cinétique importante, quelques électronvolts, qu'ont les atomes qui quittent la surface pulvérisée. Donc ça c'était il y a quelques dizaines d'années. Et donc l'idée c'est finalement de piéger les électrons du plasma. Il faut piéger les électrons du plasma à proximité de la cathode. Et donc là, on se dirige vers ce qu'on appelle la pulvérisation magnétron. Donc magnétron, donc magnet en anglais, on a des aimants qui sont en fait placés ici sous la cible de pulvérisation, donc qui est représentée là. Et on a des lignes de champ, donc ici qui sont schématisées, qui vont du pôle sud vers le pôle nord. On a un aimant central et une couronne d'aimants qui est périphérique, et donc les lignes de champ viennent se boucler sur le centre de la cible de pulvérisation, et donc les électrons vont être piégés au niveau de ces lignes de champ, donc par la force de Lorentz. Et donc on va émettre donc évidemment les atomes de la surface de cette cible de pulvérisation. Un paramètre important, évidemment, c'est le refroidissement des aimants pour éviter qu'on atteigne le point de Curie et donc annuler donc, cet effet d'aimantation. Donc il faut toujours refroidir la cathode de pulvérisation. On voit ici donc une représentation, une mesure des valeurs de champ en Gauss au-dessus
d'une cible de pulvérisation entre la cible et le substrat traité. Donc on voit l'orientation du champ magnétique et les valeurs du champ. Donc ici, c'est une représentation schématique avec la force de Lorentz qui va agir sur la trajectoire de ces électrons qui finalement donc, vont se retrouver à spiraler autour des lignes de champ magnétique. Et donc on va confiner ces électrons dans l'espace à proximité de la cathode. Et donc c'est là qu'évidemment on va générer un maximum de collisions ionisantes. C'est là que le plasma va être, comme on dit, le plus dense. C'est là qu'on va retrouver les densités, les quantités d'électrons les plus importantes et d'ions aussi. Et on a donc un rayon ici de gyration qui est donné par les formules classiques. Et évidemment, les électrons sont magnétisés, les ions aussi, mais vu la masse colossale des ions par rapport aux électrons, le rayon de gyration des ions est énorme. Donc on peut considérer qu'ils ne sont pas perturbés par la présence du champ magnétique. Donc ici, on se retrouve dans une situation où la probabilité de collision ionisante augmente à proximité de la cathode de pulvérisation. Donc le courant cathodique va augmenter, le nombre d'ions qu'on va générer va augmenter de manière très significative. Et donc finalement, on va pouvoir diminuer la pression tout en conservant un courant cathodique très très important. Donc si on diminue la pression, donc on va augmenter l'hypercourt moyen et on va augmenter la vitesse de dépôt. Donc là, la pulvérisation magnétron, elle devient intéressante d'un point de vue industriel. On va vite pour générer, pour fabriquer ces films minces qu'on souhaite produire. On a des courbes courant-tension pour ce type de décharge magnétron qui sont caractérisées donc, par cette équation-ci qui donne l'évolution du courant en fonction donc, du potentiel appliqué à la cathode. Et on a ici un exposant N qui typiquement va varier entre 3, 10, 15. Plus cet exposant est élevé, plus l'efficacité du piégeage des électrons est importante et donc plus le courant cathodique va augmenter rapidement avec une faible variation de la tension électrique. Et donc ici on voit en rouge la courbe de Paschen, elle est modifiée. On voit clairement que la tension de décharge qu'on peut appliquer, enfin qu'on doit appliquer pour générer la décharge électrique, pour générer le plasma, reste de l'ordre de quelques centaines de volts alors qu'on diminue la pression. Donc là, vraiment, l'effet du champ magnétique se fait clairement ressentir. On peut travailler à basse pression. Donc typiquement, on va travailler à des pressions de l'ordre du pascal, de l'ordre de quelques millitors par rapport aux 100-200 millitors qu'on devait utiliser précédemment dans le cas de la configuration diode. Alors un des désavantages de la pulvérisation magnétron, de cette méthode PVD, c'est que finalement, lorsqu'on a les cibles de pulvérisation, telles que celles-ci, elles peuvent être sous forme de disques ou des rectangles, le champ magnétique, donc la force de Lorentz vous dit que lorsque le champ magnétique et le champ électrique sont perpendiculaires, c'est là que la force va être maximale. C'est là que finalement l'effet de piégeage est maximum. Or, si on regarde sur le schéma ici, le champ électrique et le champ magnétique sont perpendiculaires seulement dans une zone relativement restreinte au-dessus de la cible. Donc finalement, le courant ne sera pas homogène, ne sera pas distribué de manière homogène sur toute la surface de la cible. Et on va avoir donc des zones où l'érosion, suite au bombardement ionique, sera différente. Ici, elle est maximisée dans cette région-ci, qu'on appelle donc la piste d'érosion, le racetrack en anglais. Donc ça, c'est un problème, évidemment, puisqu'on ne va pas utiliser 100% de la cible d'érosion. Typiquement, on a 30-40% d'utilisé. Alors, on peut jouer avec l'architecture du champ magnétique. Typiquement, on va rencontrer deux configurations, qui est la configuration équilibrée et déséquilibrée. Dans le cadre d'une configuration équilibrée, finalement, on va piéger vraiment les électrons près de la surface. Dans le cas de la configuration déséquilibrée,
on va ajuster la force des aimants et leur position de telle sorte à ouvrir donc le champ magnétique et à permettre à des électrons donc de fuir vers le substrat. Et donc on le voit ici, on a finalement des collisions ionisantes qui vont se produire. On va permettre au plasma de s'étendre entre la cible, la cathode et le substrat. Et on va générer également donc, du courant au niveau du port substrat. On verra plus tard que c'est quelque chose qui peut être très important au niveau des propriétés physico-chimiques des films. Donc, sans doute la chose la plus intéressante, c'est que se passe-t-il lorsque on regarde en face de la cathode, hein, sur le substrat. Eh bien, donc, là, on va discuter finalement donc, de la condensation des atomes, de la formation des films minces et donc des propriétés de ces films minces et de voir comment on peut modifier ces propriétés que sont donc la cristallinité, la phase cristalline, la morphologie et la chimie des films qu'on va générer. Alors, évidemment, ces trois paramètres peuvent être interdépendants. Lorsqu'on va cristalliser, on peut changer la morphologie. Lorsqu'on va changer la chimie, on va peut-être changer la morphologie, la cristallinité aussi. Donc, ça rend les choses évidemment assez compliquées. Donc, la condensation des atomes pulvérisés, on en a déjà finalement parlé un petit peu. Ces atomes sont pulvérisés, sont émis par la surface de cette cible métallique. Ici, on a un rendement de pulvérisation qui est de 1. Donc, on a un ion qui produit un atome éjecté en vert. Et ces atomes vont venir se déposer, se condenser à la surface de l'échantillon du substrat. On va avoir donc des phénomènes de diffusion de surface qui vont avoir lieu, qui vont dépendre de l'énergie cinétique initiale de l'atome. Donc, je vous le disais, c'est quelque chose d'important. De la rugosité à l'échelle atomique, de la combinaison, hein, donc de la chimie de surface également, jusqu'à donc former un film. Donc si on regarde ça, si on regarde la tranche du substrat, on a la surface qui est représentée ici, et donc cette pluie d'atomes qui vient interagir avec la surface du substrat. On a d'abord des phénomènes où on va créer des noyaux de quelques atomes, hein, de la nucléation, et puis ces noyaux vont grandir. On va avoir des îlots qui vont se former jusqu'à ce que ces îlots coalescent, hein, se rencontrent, se touchent, pour former, in fine, un film qui est continu. Hein, on a ici, on voit qu'il y a des joints entre les différents îlots qui ont pris donc du volume. Si on regarde du dessus, donc c'est de la microscopie électronique, hein, c'est vraiment des papiers, des images qui proviennent d'articles des années 80, même là jusque des années 60. On voit clairement donc, ici ces petits points noirs qui grossissent de plus en plus. On voit même donc, la diffraction électronique, donc ce sont des cristaux. Et on voit donc finalement que ce film s'étale de plus en plus, les îlots se rencontrent jusqu'à former un film continu. Et puis il y a également certains îlots ici qui vont se rencontrer, fusionner pour donner un îlot un peu plus grand. Donc la pulvérisation magnétron pour la science des matériaux, comme je vous le disais, on peut contrôler hein, donc les propriétés des films, cristallinité, la microstructure, la chimie du matériau. On peut obtenir des structures métastables de par le fait que, par exemple, les atomes arrivent avec des énergies assez importantes de plusieurs électronvolts. C'est un procédé qu'on peut qualifier de vert. Hein, on n'utilise pas finalement de solvant. C'est un procédé à basse température donc, qui permet de traiter des matériaux sensibles à la température, justement. Et c'est une technique qui est transférable vers l'industrie, qui est utilisée depuis maintenant assez longtemps dans des industries telles que l'industrie verrière, pour justement créer des revêtements avec des propriétés optiques intéressantes, par exemple. Donc typiquement, les vitesses de dépôt sont de l'ordre du nanomètre par minute, de quelques dizaines de nanomètres par minute. Ça dépend vraiment des conditions dans lesquelles on travaille, évidemment.
Donc, on peut se demander, tiens, pourquoi faudrait-il justement pouvoir manipuler les propriétés du matériau? On va le voir ici, simplement dans le cas de l'oxyde de titane, un TiO2 qui finalement est un matériau, je dirais, chimiquement très simple. Et ce matériau, si on regarde dans la littérature, très souvent, on va voir qu'il est soit amorphe, sous forme anatase, sous forme rutile. Ce sont les phases cristallines qu'on va retrouver. Et si on regarde donc dans certaines publications, on voit que les indices de réfraction, donc les propriétés optiques changent si on passe de l'anatase vers le rutile. Donc on a un indice de réfraction qui passe de 2,2 à 2,7 typiquement. On a la dureté qui augmente aussi quand on passe du rutile vers l'anatase. Et puis on a aussi des propriétés photocatalytiques. Le TiO2 est très très souvent utilisé en photocatalyse avec l'anatase qui généralement est un meilleur candidat que le rutile, mais dans certaines publications, on se rend compte qu'un mélange des deux phases cristallines au sein du matériau rend ce matériau encore plus performant au niveau photocatalytique. Donc si on regarde l'évolution de la cristallinité de ces films minces de TiO2, donc c'est une publication de Martin en 97. On a ici donc un film mince qui est déposé, qui est amorphe. Et lorsqu'on chauffe le film après le dépôt, à 300 degrés, on voit apparaître les pics de diffraction de l'anatase. Et puis à environ 1000-1100 degrés, on a un film qui est du rutile. Donc plus on amène de l'énergie, plus on chauffe, plus l'oxyde de titane se transforme et passe de anatase vers rutile. Donc le rutile, c'est vraiment la phase à haute température. Donc l'importance de la morphologie du film, de la porosité, de la densité, eh bien, ici on voit que, évidemment, un TiO2 qui va être très poreux va avoir une surface spécifique qui va être importante. Et donc ça, c'est très intéressant pour toutes les applications catalytiques, les senseurs chimiques, et ainsi de suite. Au contraire, si on a des films qui sont très denses, là, on va plutôt utiliser le TiO2, peut-être pour une protection contre la corrosion, pour empêcher donc, les agents corrosifs d'arriver au substrat et donc de l'abîmer. Donc ici, on a trois images d'un film de TiO2 qui est déposé. Donc on a déposé au laboratoire à Mons et on voit vraiment qu'on arrive à manipuler la microstructure en jouant sur les paramètres de dépôt. Donc c'est une technologie qu'on appelle GLAD, Glancing Angle Deposition, dont je ne parlerai pas ici, mais c'est à nouveau c'est une façon de travailler où on incline le porte-substrat et on génère des phénomènes d'ombrage lors de la croissance du film. Et donc ça permet vraiment de manipuler la microstructure, enfin la structure du film, la morphologie du film à l'échelle nano. Alors ici on a un exemple d'influence, de l'importance de la composition chimique du film de TiO2. On voit qu'en fonction des paramètres de dépôt, on va faire varier donc, le rapport oxygène sur titane, ici à gauche. Donc c'est les données qui sont représentées en vert. Et à droite, on a l'axe qui vous donne la conductivité de la couche. Et on voit que pour des films qui sont sous-stöchiométriques, donc on n'a pas la stöchiométrie TiO2, on est en dessous, on a des conductivités qui sont importantes. Et par contre, lorsqu'on passe à des stöchiométries proches de TiO2, là on a une conductivité qui chute de plusieurs ordres de grandeur. Donc à nouveau, c'est vraiment important de pouvoir contrôler d'une manière précise ce rapport oxygène-titane ou simplement la chimie des films en fonction des propriétés qu'on souhaite, avec lesquelles on souhaite travailler, des applications qu'on souhaite avoir. Je pense. Ici, on a une autre application, toujours pour le TiO2, c'est finalement l'incorporation d'atomes d'azote à l'intérieur du film. Et on voit que le spectre d'absorption, l'absorbance, va se décaler vers la partie visible du spectre.
Donc lorsqu'on dope le TiO2 avec de l'azote, on a un film qui est plus absorbant dans le visible. Donc comment est-ce qu'on peut manipuler ces propriétés physico-chimiques lorsqu'on fait de la pulvérisation magnétron? Donc c'est un peu la question qu'on se pose. Comment est-ce qu'on peut faire varier la composition chimique, la cristallinité, la morphologie, la microstructure? Eh bien, au niveau de la chimie du film, il y a ce qu'on appelle la pulvérisation en mode réactif. On peut pulvériser des alliages ou des cibles composées. On peut faire de la copulvérisation, donc on a plusieurs cibles, 2 cibles ou 3 ou 4 qui fonctionnent en même temps. Ce sont donc des méthodes de travail. Donc lors de la pulvérisation en régime réactif, on a une cible, par exemple, donc de titane, et on va ajouter au gaz d'argon, par exemple, de l'oxygène, mais on peut également ajouter de l'azote ou du méthane. Donc cet oxygène, O2, qu'on va introduire dans le plasma, va être ionisé. On va former, par exemple, O2+, O+. On va dissocier également l'oxygène, former des atomes d'oxygène, O. Et donc, évidemment, toutes ces espèces sont réactives, chimiquement très actives, et vont interagir avec les parois environnantes, mais également avec la cible de pulvérisation qui va se retrouver oxydée. On va former sur la surface de la cible de titane une fine couche de quelques nanomètres d'épaisseur d'oxyde de titane. On dit dans le jargon que la cible est empoisonnée. Alors, lorsque la cible est empoisonnée, donc finalement la surface, le matériau qui fait face au plasma est un matériau différent. Ce n'est plus du titane, c'est de l'oxyde de titane qui a ses propres températures de fusion, qui a ses propres rendements d'émission d'électrons secondaires. Donc finalement, l'électrode change, la cathode change de nature et tout va changer. Donc on peut schématiser finalement l'interaction de ce gaz réactif qui est introduit via un débitmètre, un robinet dont on peut régler l'ouverture. Et ce gaz donc, va interagir avec les parois et éventuellement être pompé. Donc on va former un oxyde sur les parois, donc les parois de l'enceinte, la surface du substrat où le film est en train de croître et la surface de la cible de pulvérisation. Donc ici on voit l'évolution de la pression en gaz réactif, donc la pression d'oxygène, lorsque on augmente le flux, le débit de gaz réactif, lorsque le plasma ne fonctionne pas. Donc on est sous vide, on ouvre le robinet, et plus on l'ouvre, plus la pression en oxygène augmente. Donc ça c'est vraiment l'évolution classique de la pression d'un gaz dans une enceinte. Mais lorsque le plasma fonctionne, lorsqu'on est en train de pulvériser une cible métallique comme du titane, eh bien, on se rend compte que la pression partielle en oxygène n'évolue pratiquement pas. Jusqu'à un moment où on arrive à une valeur critique de ce flux d'oxygène, où là, en fait, on a empoisonné les parois ne peuvent plus pomper d'oxygène, et donc finalement, cet oxygène, il va rester dans le gaz, il va être ionisé, etc., et il ne va plus pouvoir être pompé, et donc là, subitement, la pression va augmenter et avoir une évolution qui va être parallèle à celle qu'on obtient ici en vert lorsque le plasma n'est pas allumé. Parce que les parois ne peuvent plus pomper le gaz elles-mêmes. Donc on voit ici l'évolution de la consommation de gaz réactif. Elle augmente très fortement lorsqu'on pulvérise, et puis lorsqu'on sature finalement les parois, cette consommation n'est plus importante et elle diminue ici, et donc finalement la pression dans l'enceinte va augmenter. Et donc au niveau des paramètres de la décharge, du courant et de la tension, on va avoir des phénomènes de transition qui vont également apparaître. Donc ici, on suit l'évolution de la tension, c'est la courbe en bleu, et du courant de décharge, c'est la courbe en rouge pour une puissance électrique donnée. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on ajoute de l'oxygène, il arrive un moment où
la tension chute fortement. Pourquoi? Parce qu'on est dans le régime empoisonné, la surface de la cible est modifiée avec des rendements d'émission d'électrons secondaires qui sont différents et ainsi de suite. Donc ici, si la tension chute, c'est parce qu'à puissance constante, le courant augmente, le matériau émet plus d'électrons secondaires, il y a plus d'ionisation, il y a plus de courant. Donc l'alimentation électrique, elle, va diminuer la tension d'accélération des électrons pour donc garder cette tension, cette puissance électrique constante. Lorsque on fait le chemin inverse, eh bien, donc lorsqu'on commence à diminuer le flux d'oxygène, on voit que la tension et le courant ne repassent pas par le même chemin, donc c'est un phénomène d'hystérèse. Pourquoi? Parce que le nettoyage est plus difficile, donc récupérer une cible métallique est plus compliqué. Pourquoi? Parce que le rendement de pulvérisation de l'oxyde est beaucoup plus faible. Donc pour retirer cet oxyde, il faut finalement aller beaucoup plus loin que pour l'oxyder. En termes de pression partielle, il faut fortement diminuer la pression partielle en oxygène pour pouvoir permettre aux ions argon d'être efficaces pour nettoyer la cible et récupérer donc une cible qui va être métallique. Donc ici on voit le type de dépôt qu'on peut obtenir. Hein. Lorsqu'on est en mode métallique, on n'a pas assez d'oxygène pour empoisonner la cible. On a un verre qui est recouvert d'un film de titane métallique, hein, donc qui est gris. Lorsque on est en mode empoisonné, on va produire un oxyde de titane, hein, donc qui est un diélectrique qui est transparent. Donc on voit ici à travers le verre. Ici, c'est ce qu'on obtient sur une plaque d'acier. Hein, on a des interférences qui apparaissent parce que l'épaisseur du film est telle que donc on va générer ces interférences. Donc ici, on en a parlé, hein, on a la transition, donc c'est la réaction du gaz avec la cible, donc l'empoisonnement. On a une chute du rendement de pulvérisation, donc l'efficacité du nettoyage, hein, donc le décapage de cette couche d'oxyde devient de plus en plus difficile. Donc on a un phénomène de cascade, d'avalanche, qui va faire qu'ensuite, à une pression partielle critique en oxygène, le phénomène s'emballe et on se retrouve donc dans une cible qui est complètement empoisonnée. L'hystérèse, donc lorsqu'on retire de l'oxygène, lorsque la pression en oxygène diminue, on a donc une réduction de la quantité de gaz réactif. Le nettoyage devient moins efficace car il va toujours subsister beaucoup de gaz réactif qui peut interagir avec la cible. Et donc on doit avoir beaucoup d'ions Ar+, on doit aller plus loin en pression partielle en oxygène. On doit fortement diminuer la pression partielle en oxygène pour pouvoir dépasser donc, le point d'empoisonnement initial. Donc on a une hystérèse. Une autre façon de travailler, c'est finalement de pulvériser directement une cible d'alliage ou d'un composé. Donc on va retrouver par exemple ZnAl pour déposer de l'oxyde de zinc dopé à l'aluminium par exemple. Mais on peut également travailler avec des cibles qui sont directement du TiO2 ou un TiO2 qui est sous-stoichiométrique par exemple. Et donc à ce moment-là, on va retrouver sur le substrat donc des billes vertes et rouges qui étaient présentes initialement ici au niveau de la cible de pulvérisation. Donc on a une très grande flexibilité au niveau de la chimie des films qu'on peut déposer. Alors il faut faire attention aux phénomènes de pulvérisation préférentielle et également donc les phénomènes de transport des atomes dans les plasmas. On peut se retrouver avec des rapports de composition élémentaire qui changent en fonction, par exemple, de la position du substrat autour de cette cible de pulvérisation. On peut faire de la copulvérisation. Donc là, on a deux cibles, A et B, qui pointent vers le même endroit. Et donc, on va déposer, donc on va pouvoir vraiment doser le nombre de billes rouges et de billes vertes qu'on va venir amener sur la surface de l'échantillon. On peut donc même générer des gradients de composition si le substrat ne tourne pas, n'est pas mobile en dessous des deux cibles. Et puis on peut travailler de cette manière-ci, où les deux cibles sont
alignées, hein, elles ne sont plus confocales, et on fait voyager l'échantillon d'abord en dessous de la cible A, puis en dessous de la cible B, et on peut générer donc des multicouches, hein, telles qu'on le voit ici, B4C, SIC. Donc on a vraiment une couche avec une précision très très importante, hein, de l'épaisseur de chacune des couches, et on a donc ce sandwich qui est généré. Au niveau de la phase cristalline, on a la possibilité donc de travailler également là-dessus. Lorsqu'on compare ici donc ces données, on retrouve finalement à basse énergie des particules incidentes, hein, donc des atomes incidents. Si on est à très très basse énergie, finalement on retrouve l'évolution de la phase cristalline qui passe de amorphe vers anatase vers rutile, qu'on a vu dans la publication de Martin qu'on a vu précédemment. Lorsqu'on augmente l'énergie cinétique des particules qui viennent se déposer, on voit que les températures auxquelles on passe d'une phase à l'autre vont diminuer. En pulvérisation magnétron, on va transiter, si on peut dire, on va passer de l'amorphe vers un mélange anatase-rutile apparemment déjà à 100-150 degrés. Donc l'énergie cinétique des particules qui viennent se déposer est un paramètre vraiment important pour également manipuler la phase cristalline. Et on trouve ici donc le diagramme de Thornton, hein, comme on l'appelle, donc le structure zone model, qui montre également l'évolution de la microstructure, la morphologie des films en fonction de l'énergie des particules incidentes et de la température du substrat, ce qu'on appelle la température réduite. Donc c'est le rapport entre la température du substrat et la température de fusion du matériau qu'on dépose. On voit que la microstructure change, la morphologie change. Hein, on passe d'une zone à l'autre. On a la zone 1, la zone T, la zone 2, la zone 3, avec donc des structures qui au départ sont très poreuses à basse température pour une faible énergie des particules incidentes. On a des colonnes qui sont très espacées les unes des autres, c'est assez fibreux. Et puis on va avoir des colonnes qui vont avoir une largeur un peu plus importante. On va même modifier la topographie, donc la structure de la surface, jusqu'à arriver donc ici dans la zone 3, où on a des grains qui sont beaucoup plus imposants. Et on voit également donc cette évolution ici, c'est la tranche, hein. On passe de la zone 1 à la zone 3 en fonction donc de la température. Donc si je reviens ici à cette diapositive, on voit que dans le diagramme de Thornton, finalement, on va faire varier l'énergie cinétique des particules en modifiant la pression. Donc plus on va générer des collisions, plus la pression augmente, moins l'énergie des particules incidentes sera grande, quoi. Donc la pression est également un paramètre important. Lorsqu'on veut générer des films minces, il faut y faire attention. Alors, on a vu tout à l'heure que lorsqu'on travaille avec des magnétrons qui étaient déséquilibrés, donc les lignes de champ magnétique vont vers le porte-substrat, on va ioniser également le gaz près du porte-substrat, donc on va favoriser le bombardement ionique du film en croissance. Et ce bombardement ionique, il va donc permettre de générer des thermal spikes, donc des pics thermiques. Ça va permettre de repulvériser des atomes qui seraient déposés. Ça va permettre de également transférer les ions qui viennent bombarder le film, vont donner de l'énergie cinétique aux atomes de la surface et leur permettre de diffuser un petit peu plus loin. Donc ça va permettre de densifier les films, de modifier la rugosité de surface, éventuellement de changer la cristallinité, la texture, donc l'orientation des cristaux sur la surface, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on voit ici. Hein, donc c'est une simulation. Hein, on voit ici un film qui est déposé uniquement avec des atomes neutres, et puis on voit que le film se densifie au fur et à mesure qu'on augmente la quantité des ions, enfin qu'on ajoute des ions au flux de dépôt, et qu'on augmente qu'on a des ions donc de 50 eV, pardon, et qu'on augmente la quantité d'ions qui participent au dépôt. Donc on a des films de plus en plus denses. Ici, on voit l'évolution donc du diffractogramme, hein, de rayons X. On a
un pic qui est 1,1,1 qui est majoritaire, c'est le 1,1,1 pour le nitrure de tantale déposé sur de l'oxyde de silicium. Lorsque le rapport ion sur atome de tantale est faible, et plus on va bombarder le film, plus ce rapport va augmenter, plus on va changer l'orientation des cristaux. On a après le pic majoritaire qui est le pic qui correspond donc au plan 0,02. Donc on voit qu'il y a énormément de boutons sur lesquels on peut appuyer lorsqu'on fait de la pulvérisation magnétron pour contrôler donc ces propriétés qui sont importantes, la cristallinité, la morphologie et la chimie. Alors oui, mais, donc madame n'est pas contente, on se rend compte que dans certains cas, lorsqu'on est dans le cas donc, de pulvérisation magnétron en régime, en courant continu, on va incorporer des ions argon dans les films, et ça risque d'augmenter les contraintes mécaniques au niveau de ces films. Ça va éventuellement diminuer la conductivité électrique, et donc évidemment, ça va modifier aussi la microstructure. Parfois, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, les films, finalement, ils ne vont pas épouser des surfaces complexes. Alors ça, c'était un problème au niveau de la microélectronique. Au niveau de la microélectronique, on voulait remplir des tranchées. À ce niveau-là, la pulvérisation magnétron n'était pas performante. Donc, les gens se sont dit, tiens, on va ioniser les atomes métalliques, les atomes pulvérisés, on va les ioniser. Et donc, finalement, on va passer de la PVD vers ce qu'on appelle l'IPVD, donc le I pour ionized. Donc, c'est Ionized Physical Vapor Deposition. Donc, on va avoir un dépôt de vapeur métallique, mais qui est ionisé. Donc, ça, c'est le but du jeu. Ici, donc, on voit clairement le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on est en magnétron, en courant continu, on pulvérise des atomes neutres, du cuivre, et ces atomes neutres, en fait, finalement, ils vont venir se déposer dans le fond de la tranchée et au-dessus, et on va se retrouver avec du vide, et donc au niveau de la conductivité électrique, c'est évidemment pas du tout souhaitable. Et puis on voit les résultats donc, du premier papier de Kuznetsov et de ses collaborateurs, où on voit dans ce cas-ci donc une tranchée qui est bien remplie lorsqu'on ionise les ions de cuivre. Donc on peut discuter finalement de trois grandes, trois thèmes ici. Donc c'est les mécanismes d'ionisation de la vapeur, les premiers résultats qui étaient les magnétrons assistés par un plasma secondaire induit, ICP, et les décharges IPIMS qui maintenant, depuis donc plusieurs années, sont fortement étudiées. Donc quand on regarde ces équations, on voit que l'ionisation, finalement, elle peut, de la vapeur métallique, des atomes métalliques, elle peut se produire typiquement par deux voies. Il y a l'impact électronique, un électron donc, entre en collision avec un atome métallique et va l'ioniser. Et puis il y a ce qu'on appelle l'ionisation de Penning, donc c'est un atome d'argon qui est métastable, donc qui est bloqué dans un état métastable pendant un temps relativement long à l'échelle atomique, et qui va entrer en collision avec un atome métallique dont le potentiel d'ionisation est inférieur à l'énergie du niveau métastable, et on va donc générer un ion métallique de cette manière-là, donc c'est ce qu'on appelle l'ionisation de Penning. Donc si on combine ces deux voies, on va arriver à une densité d'atomes métalliques donnée qui va être diminuée par tout ce qui est perte par diffusion, par exemple. Donc on peut aller un petit peu plus loin et travailler encore les équations, mais typiquement ce qu'on voit dans les simulations, c'est que pour des densités électroniques élevées, c'est évidemment l'impact électronique qui va prendre le pas sur l'ionisation Penning. En fait, donc, ce qu'il faut, c'est il nous faut beaucoup d'électrons chauds, qui aient beaucoup d'énergie pour ioniser donc, cette vapeur métallique. Donc comment est-ce qu'on donne de l'énergie aux électrons? C'est via le champ électrique. Donc via le champ électrique, on va fournir de l'énergie aux électrons et on va donc pouvoir ioniser la vapeur. Et donc la première
idée qui est apparue dans les années 80, c'était donc de venir placer une antenne ici à l'intérieur de l'enceinte de pulvérisation. On voit ici une vue du dessus avec la boucle qui est parcourue par un courant radiofréquence et qui va générer un plasma secondaire qui va permettre donc d'ioniser les atomes métalliques qui quittent la cible et qui diffusent vers le porte-substrat. Donc ça, c'est l'idée. Alors, le problème qu'on rencontre, c'est que pour être efficace, il faut travailler à des pressions qui sont relativement élevées, de l'ordre de quelques dizaines de millitors, quelques pascals. Donc évidemment, les vitesses de pulvérisation, les vitesses de dépôt vont être diminuées par rapport à du magnétron conventionnel où on travaille à 5 millitors par exemple. On voit ici donc deux photos qui montrent donc cette boucle ICP qui fonctionne avec vraiment le plasma qui s'étend dans toute l'enceinte. Et ici donc deux spectres d'émission qui montrent le triplet du titane neutre et une raie qui provient du titane ionisé. Lorsque, en jaune, on n'a pas la boucle radiofréquence qui est enclenchée, donc on voit juste les trois raies spectrales du neutre, on voit que ici c'est très très faible, enfin, il n'y a pas de raie spectrale pour les ions, et on augmente toutes ces intensités, et surtout le rapport ion sur neutre augmente très fortement lorsque on a le courant radiofréquence qui alimente la boucle. Donc c'est efficace, mais il faut travailler à haute pression. Et puis, au LPGP à Orsay, ils ont montré, via des mesures, en analysant les films déposés, qu'il y avait une pollution, il y avait des atomes de fer, donc ils avaient une boucle qui était faite en fer, enfin qui contenait du fer, je pense que c'est l'inox, et on retrouvait donc des atomes de fer dans les films déposés. Donc il y a une pollution qui apparaît, et donc ça ne va pas, madame n'est toujours pas contente. Donc finalement, on a réfléchi à d'autres méthodes pour ioniser la vapeur, et on s'est dit, on va éliminer la boucle radiofréquence, on va revenir à de la pulvérisation cathodique conventionnelle, mais il faut arriver à fournir énormément d'énergie à cette cible de pulvérisation, à ce plasma via la cathode. Donc le problème, évidemment, c'est que si la cible, on lui applique trop de puissance, elle va commencer à chauffer et on risque d'endommager les aimants qui sont en dessous et donc de perdre le confinement magnétique. Donc la façon de procéder, c'est finalement de découper, de fonctionner par impulsion, d'avoir des impulsions très courtes, dont la durée est typiquement de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes jusqu'à quelques centaines de microsecondes, pendant laquelle on applique énormément de puissance, et puis on a un temps off, qui est très long, et puis on répète le système. Donc on doit avoir des impulsions de très haute puissance avec un rapport, un duty cycle, un rapport on-off qui est suffisamment faible pour que la puissance moyenne qu'on applique à la cathode reste dans les spécifications de la pulvérisation cathodique conventionnelle. Donc c'est de là que vient donc le terme IPIMS, donc pour High Power Impulse Magnetron Sputtering, donc la pulvérisation en régime d'impulsion de haute puissance. Donc si on regarde, c'est très très basique ici comme schéma, mais on a un générateur de courant continu qui va charger des condensateurs, et à une fréquence donnée, on va donc fermer le circuit électrique et on va délivrer toute l'énergie au plasma, et donc à une fréquence F donnée. On a ici des courbes courant-tension, donc la tension en bleu, on monte jusqu'à des tensions de l'ordre de 600, 700, 800, parfois même plus, 1000 volts, et on a un courant qui évolue de manière très très rapide, on a un plasma qui est très dynamique, et dans ce cas-ci, en 20 microsecondes, on atteint un courant de l'ordre de 160 ampères, donc qu'on peut comparer à ce qu'on obtiendrait avec la même décharge électrique en courant DC. On aurait une tension de l'ordre de 350 volts peut-être, et un courant de l'ordre de 1 ampère. Donc on voit que le courant de décharge augmente
de pratiquement 2 ordres de grandeur, on ionise énormément le plasma, et on le verra plus tard, on ionise beaucoup la vapeur métallique. Donc il y a plusieurs types de générateurs actuellement sur le marché et qui proposent donc des durées d'impulsion qui vont typiquement de l'ordre de quelques microsecondes à quelques centaines de microsecondes. Hein, et typiquement, on va retrouver des taux d'ionisation supérieurs à 50% pour le titane. Donc ici, on retrouve des données qu'on avait publiées il y a un peu plus de 10 ans maintenant, avec l'évolution du courant. Donc là, on a retourné le courant ici donc augmente vers le bas, et en fonction de la durée d'impulsion. Et on voit que ici, en spectroscopie d'absorption, lorsqu'on fait des mesures du taux d'ionisation, donc le rapport ion sur population totale, neutre et ion, on voit que plus la durée d'impulsion augmente, plus on va ioniser la vapeur métallique jusqu'à arriver à des valeurs de environ 80% pour le titane, hein, avec des valeurs par contre qui sont très faibles dans le cas du magnétron en régime continu, où on applique cette tension électrique faible en continu. Alors je vous disais, c'est un plasma qui est très dynamique, hein, donc il y a une chimie qui évolue tout au cours du temps, assez rapidement. Et ici, donc, ce sont des données de fluorescence induite par laser, où on voit finalement l'espace interélectrode. Donc on a la cathode qui est en bas et le port substrat qui est en haut. Donc on a une nappe laser qui se propage, et donc on a une vision de l'évolution donc des densités d'argon-métastate, des atomes de titane et d'ions métalliques au cours du temps. On voit donc, d'abord on va produire les argons métastables, et on voit donc ensuite que lorsque les atomes de titane commencent à être pulvérisés, finalement l'argon métastable diminue, et puis lorsque donc on a donc vraiment cette évolution du titane neutre, et puis après on va générer les ions métalliques. On peut le revoir une deuxième fois. Donc là on est dans l'impulsion, les atomes neutres de titane, les ions qui arrivent, et puis là on est dans le temps off. On a donc cette bouffée, cette vapeur d'atomes qui diffuse vers le substrat. Donc ça illustre donc cette dynamique de la décharge IPIMS. Et donc au niveau des substrats, hein, des films qu'on va générer, on voit ici un dépôt de films qui est fait sur des surfaces qui sont perpendiculaires par rapport à la cathode. Donc la cathode est ici, et on a la surface ici du silicium qui est perpendiculaire. On voit qu'en polarisant donc moins 50 volts, cette surface, bien, on arrive à avoir un film qui est bien dense et dont les colonnes qu'on peut apercevoir sont perpendiculaires à la surface ici du substrat, alors que dans le cas du magnétron DC, on a des colonnes qui sont inclinées, hein, et on a un film qui est plus poreux. Et donc là, ici, on retrouve hein, donc ce résultat du papier de Kuznetsov. Alors on peut aller assez loin dans l'ingénierie de surface et d'interface. Donc dans ce papier-ci, on voit qu'on peut implanter des ions sous la surface, que cette implantation sous la surface va permettre une meilleure adhésion des films, et ensuite améliorer donc la résistance de ces films de nitrure de chrome déposés par IPIMS par rapport à des films qui seraient déposés par des méthodes telles que l'ARC. Donc ce sont aussi des papiers qui ont quelques années, mais je trouve qu'ils illustrent bien donc, les phénomènes. Donc si on reprend le TiO2, hein, on voit, si on compare par rapport à du DC bipolaire, ici donc, sur cette image, on a en DC bipolaire des films qui sont relativement poreux, donc ils sont un peu abîmés parce que s'ils étaient déposés sur des plaques d'acier, et on les avait coupés, donc on a évidemment perturbé un petit peu on a un peu abîmé le film, mais on voit clairement quand même la différence par rapport aux films qui sont déposés en IPIMS, qui sont beaucoup plus denses. Ici, on voit qu'on obtient des films anatase sur des films sur du verre.
Et par contre, lorsqu'on dépose sur de l'acier, on voit qu'on a directement du rutile. Donc c'est la phase à haute température, on ne chauffe pas, on change juste le substrat, hein, on passe à de l'acier qui est évidemment connecté à la terre, à la masse. Pardon. Et on voit qu'on a tout de suite les pics du rutile qui apparaissent et qu'on peut changer la texture de ce film en jouant sur la polarisation du substrat, donc en accélérant les ions métalliques vers la surface du film. Donc là, on compare donc les films qui sont déposés sur du verre, donc c'est de l'anatase, sur de l'acier qui est donc mis à la masse, on a du rutile, et puis lorsque on met l'acier au flottant, au potentiel flottant, comme si c'était une plaque de verre, on retrouve de l'anatase. Donc on met en évidence ici l'importance de la connexion électrique, si on peut dire, du porte-substrat lorsqu'on fait du dépôt en IPVD. Hein, pour le transfert d'énergie, c'est très important. Donc ça, je vais passer. Donc ici, on compare par rapport au DC. Hein, donc le DC pulsé sur l'acier, on a de l'anatase. On retrouve toujours le rutile par IPIMS. Et puis on retrouve de l'anatase sur le verre, que ce soit en DC ou en IPIMS. Mais on voit qu'il y a une orientation un peu plus aléatoire dans le cas de l'IPIMS. Et puis lorsqu'on compare les indices de réfraction de films déposés en DC bipolaire et en IPIMS. Donc c'est les conditions qui sont tout à fait identiques, hein, c'est la même cathode, c'est la même enceinte de dépôt, on a juste remplacé les deux alimentations l'une par l'autre. Et on voit qu'il y a un saut quand même significatif de l'indice de réfraction à 550 nanomètres. On passe de 2,07 en DC à 2,40 et quelque chose en IPIMS. Donc tout ça m'amène donc à la dernière partie de l'exposé, où on va discuter donc des transferts d'énergie entre le plasma et la surface en pulvérisation magnétron. Évidemment, on a comparé la pulvérisation en mode continu, en DC et en IPIMS. Ce sont des études que on fait ensemble avec les collègues du Grémy, Anne-Lise et Amaël, et Pierre-Antoine depuis quelques années maintenant. Donc si on regarde dans la littérature, finalement, quels sont les contributeurs, quelles sont les contributions à l'énergie déposée au substrat? Il y a plusieurs suspects, hein. Il y a les ions argon, les ions métalliques, les neutres, lents, rapides, les espèces qui se condensent, hein, les atomes métalliques qui se condensent, il y a une enthalpie de formation, de condensation qui est relâchée. Les réactions chimiques, à chaque fois qu'on forme un lien métal-oxygène, il y a une enthalpie importante qui peut être relâchée, comme par exemple dans le cas de l'aluminium ou du titane. Les atomes métastables peuvent peut-être aussi amener de l'énergie, les photons et les électrons. Alors, il y a plusieurs méthodes hein, pour mesurer donc, cette énergie, ce flux d'énergie qui est déversé par le plasma au niveau du substrat. Et donc, on peut utiliser donc, les sondes à base de thermopiles qui ont été mises au point au Grémy. Donc, dans la littérature, si on regarde les valeurs typiques qu'on retrouve en densité d'énergie, hein, en densité de puissance, on a typiquement entre 1 et 100 milliwatts par centimètre carré. Et si on normalise ces valeurs par la vitesse de dépôt, donc on a le Normalized Energy Flux, donc on divise par le nombre d'atomes déposés par unité de temps, on a des valeurs typiques de 10 à 100 eV par atome déposé. Et on voit que ces valeurs peuvent augmenter de manière colossale lorsqu'on est en régime réactif, donc à nouveau quand on ajoute ce gaz moléculaire à l'argon. Hein, au niveau de cette référence, on a des valeurs qui sont de l'ordre de plusieurs kiloélectronvolts par atome déposé. Donc si on regarde le signal typique qu'on obtient avec ces piles, ces sondes d'énergie, ces flux-mètres, on a ici donc l'énergie hein, en milliwatts par centimètre carré en fonction du temps. Hein, donc il y a une résolution temporelle qui est quand même bonne.
une sensibilité qui est de l'ordre du milliwatt par centimètre carré. Et on voit finalement qu'il y a deux grandes zones au niveau de ce signal. Il y a premièrement représenté par les flèches vertes, dès qu'on allume le plasma ou qu'on l'éteint, il y a une contribution qui apparaît, qui est donc cette contribution rapide, c'est le plasma qui amène, via le bombardement ionique, via la condensation, etc., de l'énergie. Et puis on voit qu'il y a un deuxième régime qui apparaît, si on peut dire. Il y a une espèce de dérive du signal au cours du temps, donc qui est beaucoup plus lente et qui est induite par les processus lents, qui sont les photons, les radiations émises par un corps qui chauffe donc lentement au fur et à mesure, hein, pendant qu'on applique la puissance à la cathode. Et donc ça, c'est la cible qui chauffe, hein, qui est bombardée par les ions du plasma. Et donc dès qu'on arrête le plasma, eh bien, la cible se refroidit et donc cette contribution diminue doucement, lentement, avec le temps. Alors, on n'a pas pu s'empêcher évidemment de comparer les décharges continues aux décharges IPIMS. Alors il faut préciser qu'on est dans le cas de magnétrons bien équilibrés, c'est-à-dire que le plasma est bien confiné à la surface de la cathode. Et donc là, c'est le même signal que celui qu'on a vu au transparent précédent. Et là, on a le signal qu'on obtient avec l'IPIMS. Et donc, chose très surprenante, c'est qu'on a cette dérive du signal qui est très, très, très importante. On a un phénomène d'échauffement qui est extrêmement prononcé. Et lorsqu'on va, dans le cas de l'IPIMS, donc lorsqu'on va analyser finalement ce signal, on va pouvoir remonter à la température de la cible. Et on voit que la température de la cible est supérieure, hein, est de l'ordre de 870 degrés dans le cas de l'IPIMS, ce qui est bien supérieur à la température de 330 degrés qu'on obtient dans le cas du magnétron en courant continu, dans les mêmes conditions de travail. Donc même puissance moyenne, même champ électrique, même champ magnétique, etc. Même puissance. Donc sur ce tableau-ci, on va voir comment la contribution plasma et la contribution infrarouge évoluent lorsqu'on va modifier les paramètres de décharge. Donc la première chose qu'on va faire, c'est travailler en courant continu, et on va être dans un champ B, donc balanced en anglais, équilibré, et on augmente la puissance de 100 à 400 watts, et on voit que la contribution plasma évolue, donc ces phénomènes rapides évoluent, hein, ils augmentent au fur et à mesure qu'on augmente la puissance. La contribution des infrarouges, donc la cible qui chauffe, augmente également, mais le rapport de ces deux contributions reste sensiblement identique, aux alentours d'une dizaine de %. Lorsqu'on permet au plasma de partir vers le substrat, donc on a un champ UB, donc c'est unbalanced, donc déséquilibré, donc rappelez-vous, c'est les lignes de champ qui sont ouvertes, hein. On laisse le plasma partir vers la sonde, vers le substrat, et on a là une forte augmentation de la contribution du plasma. On a pratiquement un facteur 10 d'augmentation, et donc la contribution des infrarouges est diminuée, hein, dans ce cas-ci. Et lorsqu'on regarde même puissance, mais 400 watts dans les deux cas, mais on passe en IPIMS équilibré, on a finalement les ions qui restent piégés ici, hein, on est dans un champ équilibré, qui restent piégés à la cible, hein, on n'a pas une forte contribution du plasma vers le port substrat, une très forte contribution des infrarouges qui correspondent à 76%, 76% de la contribution. Donc c'est vraiment quelque chose de très très significatif. On voit également ici l'évolution donc du flux déposé lorsque on passe du mode métallique vers le mode oxydé, lorsqu'on augmente le flux d'oxygène, et on voit par exemple ici une augmentation du flux qui est induite par le pompage, hein, la formation de l'oxyde métallique sur les surfaces, et donc notamment sur la surface de la sonde, avant donc de passer en mode oxydé, où là, l'énergie
la densité de puissance va fortement chuter, à l'instar de la vitesse de dépôt. Alors justement, si on normalise par rapport à la vitesse de dépôt, on voit que la valeur donc, du normalized energy flux, donc du flux d'énergie normalisé, en rouge ici, augmente lorsque on passe en mode oxydé. Donc la vitesse de dépôt diminue, on envoie moins d'espèces vers le substrat, parce qu'on a oxydé la cible, mais la quantité d'énergie augmente par atome déposé. Donc ça veut dire qu'éventuellement, il y a une autre contribution qui apparaît lorsqu'on est en mode oxydé. Donc qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent? C'est que la cible chauffe à cause du bombardement ionique. Elle peut émettre des photons vers le substrat, hein, et ça peut être très très important, notamment dans le cas de l'IPIMS et des champs équilibrés. Donc corollaire, lorsque vous faites de l'IPIMS, il faut bien penser à l'architecture du champ magnétique. Hein, si on veut jouer, donc maximiser le flux d'ions vers la surface du substrat. Et ce sont des phénomènes d'échauffement de cible qui peuvent être éventuellement invoqués pour expliquer certaines propriétés, la morphologie, la microstructure des films déposés en IPIMS, et également certains résultats qu'on trouve dans la littérature où on a des vitesses de dépôt en IPIMS qui sont supérieures à celles qu'on a en DC. Alors généralement c'est l'inverse, mais dans certains cas, on a des vitesses de dépôt qui sont supérieures à celles en DC, et on l'a vu pour l'oxyde de tungstène, dans cette publication-ci. Apparemment, il y aurait une évaporation qui assisterait l'IPIMS, donc une forte émission d'atomes par des phénomènes thermiques. En mode empoisonné, donc le flux d'énergie normalisé augmente, mais le flux de dépôt diminue. Et donc on pense qu'on a le film qui est bombardé par des ions de très très haute énergie. Donc ce sont les oxygènes négatifs qui sortent, qui quittent la surface de la cible, qui est empoisonnée, hein, qui est un oxyde, et qui sont accélérés dans la gaine, hein, par le champ électrique. Et donc ici on voit des mesures de spectrométrie de masse. On voit qu'il y a une population d'ions à haute énergie. Donc ce sont des tensions de gaine ici qui sont appliquées, qui sont dans le cas du DC de l'ordre de 300 ou 350 volts. Et on a donc des ions ici qui apparaissent avec des énergies de 350 eV. Donc on a des ions au moins qui bombardent la cible, le substrat avec une très très grande énergie, et donc ils peuvent contribuer à l'échauffement. Donc dernière petite question, est-ce qu'on pourrait éventuellement utiliser ce flux, cette mesure du flux pour prédire la phase cristalline des films de TiO2? Hein, pour rappel, on a ici l'évolution, hein, de films de TiO2 déposés qui sont amorphes, hein, sur du silicium, ils sont amorphes à température ambiante, et lorsqu'on les recuit, on passe d'anatase vers rutile. Et on a fait donc cette manipulation, mais en changeant les paramètres de la décharge. Donc on est toujours dans la même enceinte, mais on va passer de DC vers IPIMS. En DC, on va passer de 400 à 800 watts. On va changer l'architecture du champ magnétique, passer de équilibré à déséquilibré, pour voir si on ne peut pas faire varier le flux d'énergie et faire varier donc la structure cristalline des films de TiO2. Et on s'est rendu compte que si on prend en compte la globalité du flux d'énergie, c'est-à-dire les effets plasma et les effets infrarouges, on a apparemment une évolution de anatase vers un mélange anatase-rutile jusqu'à anatase-rutile, mais avec une prédominance du rutile, dans le cas où on a de l'IPIMS à 800 watts avec un champ déséquilibré. Donc ici, en fait, il y a, je dirais, quelque chose de contre-intuitif, hein. C'est que si on regarde le cas ici, on est dans le cas donc 800 watts déséquilibré, on a de l'anatase, mais on a à 400 watts équilibré et 800 watts équilibré, on commence à avoir du rutile. Donc ça, c'est un peu contre-intuitif. On se dirait, tiens, si j'ai plus de puissance à la cathode, je devrais avoir plus d'énergie délivrée au substrat. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas, parce que dans le cas des champs équilibrés, à nouveau, il y a une contribution des infrarouges qui devient importante.
Voilà, donc je termine ici donc, ce séminaire. Je remercie les collègues hein, du Grémy et puis les agences de financement. Et vous également. Merci. Les questions. Donc, Monsieur Rabat qui pose la question de les cibles sont plates, y aurait-il un intérêt à avoir une forme différente, concave par exemple, même si l'optimisation peut être complexe? Oui, il y a, je dirais, le cas tout à fait, qui est industrialisé. Ce sont des cibles cylindriques, donc qui tournent autour d'un axe, qui permettent donc justement d'optimiser la piste d'érosion. La cible tourne, donc la surface chauffe moins, donc on peut mettre encore plus de puissance, déposer encore plus vite. Donc effectivement, oui, il y a des géométries qui sont optimisées pour encore augmenter l'efficacité du système. Amaël Carrière, donc quelles sont les stratégies pour obtenir une couche mince de 10 à 20 nanomètres d'épaisseur avec une très faible rugosité par rapport à l'ALD? Je dirais des procédés comme l'IPIMS par exemple, où on va permettre aux atomes d'arriver à la surface avec une énergie cinétique importante. On peut même jouer avec la polarisation du substrat, donc on peut vraiment contrôler l'énergie cinétique des espèces métalliques qui se déposent. Et donc, il y a des publications qui traitent par exemple de films d'argent, où le point de percolation, le point de coalescence est atteint beaucoup plus rapidement que dans le cas du régime d'essai. Donc ça, je pense que c'est peut-être la piste à suivre. Troisième question. Stéphane Quinet, donc dans quelle élimination ici en configuration manuelle peut-elle améliorer les rendements de pulvérisation? Oui, je lis la question, pardon. Université d'Orléans, donc Stéphane Quinet, donc dans quelle limite l'échauffement d'une cible en configuration magnétron peut-elle améliorer les rendements de pulvérisation? C'est une bonne question, mais nous, on a une étude sur l'oxyde de tungstène où on s'est rendu compte que lorsqu'on est en régime réactif, qu'on met énormément d'oxygène, quand je dis énormément, c'est qu'on a plus de 80% d'oxygène dans le mélange, on est dans un régime où on arrive à obtenir des vitesses de dépôt qui sont 3 fois plus importantes qu'en DC, pour peu qu'on ait des impulsions longues et avec beaucoup d'énergie dedans. Et là, apparemment, on fait chauffer la cible et donc on obtient des vitesses qui sont 2 à 3 fois supérieures. Autre question. Donc, Martin Évrard, pouvez-vous donner plus de précision sur le mécanisme de redressement des colonnes lors des dépôts IPIMS? Donc ça, c'est dû à l'énergie cinétique des ions qui vont déloger les atomes qui sont dans les colonnes, leur permettre de mieux mouiller la surface. Donc on change le mécanisme donc, de croissance à ce niveau-là. Il y a quelques publications, notamment du groupe de Alberto Palmero, qui s'est beaucoup attaché à ces mécanismes-là, et je pense qu'ils ont traité de manière assez approfondie, avec de la modélisation, ces effets donc, de bombardement ionique lors de croissance de colonnes en glade. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Et donc, Fadi Zoubian, quels sont les mécanismes derrière la variation de phase par rapport au substrat utilisé? Donc là, c'est certainement la mobilité des atomes, c'est l'apport d'énergie, mais je pense que on n'est pas au bout de l'étude. On travaille toujours sur le sujet pour essayer vraiment de comprendre, par exemple, qui fait quoi.
parce que lorsqu'on mesure des énergies au substrat avec la sonde, finalement on collecte tout. Donc là, on travaille très durement pour essayer justement donc de voir quelles sont les contributions les plus importantes. Est-ce que vraiment les infrarouges jouent un rôle très très important par rapport aux ions? Dans quel cas on peut penser également peut-être au bombardement des électrons secondaires et ainsi de suite. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a des effets certainement donc de mobilité des atomes. Il y a peut-être aussi simplement des effets thermiques, hein, comme de la recristallisation lorsqu'on recuit dans un four, donc des effets thermodynamiques finalement qui apparaissent. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Évidemment, si les gens veulent, il y a mon adresse email qui est là et qui n'hésite pas à m'envoyer des questions.